Eh bien, ma vision de la paix, c'est un monde, bien sûr, où la violence aurait disparu. C'est un peu dur à dire aujourd'hui, parce que nous tournons donc cette interview au lendemain des terribles attentats de Bruxelles. Et on ne pouvait pas imaginer que dans notre Europe, qui est en paix depuis plus de 70 ans, des événements pareils pourraient exister. Alors cette violence, elle est chez nous quelque chose de monstrueux parce que nous ne sommes pas habitués à cela. Mais il faut savoir que maintenant ça existe de plus en plus, à quelques heures d'avion de Paris, hein, on l'a vu. On évoquait ensemble notre chère Tunisie natale et tous les souvenirs, dans l'ensemble, bons souvenirs, beaux souvenirs. Et quand on voit qu'elle aussi a été ensanglantée, qu'elle aussi est victime de cette barbarie, ben ça nous déchire le cœur. Et la première chose, c'est d'espérer qu'on arrivera à le surmonter. La deuxième chose, bien sûr, c'est la paix dans les cœurs. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il faut combattre des ennemis qui nous ont déclaré la guerre. Et là, c'est un mot peut-être que certaines personnes n'aiment pas, mais qu'on est obligé de prononcer, celui de bisounours, celui qui pense que tout le monde il est beau, que tout le monde il est gentil. Eh bien, je crois que entre la paranoïa qui consiste à diaboliser des populations, des religions, des civilisations, d'une part, et ce que j'appelle l'esprit bisounours, c'est-à-dire qui consiste à dire que tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil, il y a quand même une marge qui est très large. Il est tout à fait possible de se dire qu'il y a une minorité de gens qui sont méchants, qui sont dangereux et à qui il faut résister, qu'il y a une minorité plus grande de gens qui peuvent basculer, mais que l'on peut retenir par l'éducation, par la discussion, et par des arguments. Et puis surtout une grande majorité de gens, mais qui sont pacifiques, partout, qui aspirent à un monde en paix, qui ne veulent pas de ces guerres, de ces conflits, de ce terrorisme. Et voilà, et que l'humanité a passé par des phases terribles, et que nous arriverons à franchir cette phase-là de la lutte contre le terrorisme. Alors je ne veux pas m'arrêter, puisque vous avez eu la gentillesse de m'interviewer à cela, je voudrais vous parler peut-être plus largement du dialogue interreligieux, du dialogue avec les communautés, à ce que j'ai essayé de faire. Si vous voulez, mon parcours, il est intéressant parce qu'il a suivi, j'allais dire, à la fois des événements personnels, mais le plus intéressant, c'est ce qui s'est passé autour de nous. Les gens que j'ai été amené à découvrir, avec qui j'ai été amené à échanger. Nous avons créé sur la bande FM, sur une radio communautaire juive, il y a près de 20 ans, la première émission qui était dédiée au dialogue judéo-musulman. On était dans l'euphorie des accords d'Oslo à ce moment-là, et nous avons reçu régulièrement des invités musulmans. Je me souviens par exemple, la première émission, c'était consacrée aux anciens élèves du lycée Carnot de Tunis, où d'ailleurs se retrouvent des gens de toutes les religions qui ont fréquenté ce lycée de la mission culturelle française. Et puis, il y a eu le tournant des années 2000, un tournant de violence, malheureusement, dans le conflit israélo-palestinien, et puis bien, le 11 septembre, et puis tout ce qui a suivi. Et là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de continuer de recevoir des acteurs du dialogue, mais d'essayer d'informer notre auditoire, dont nous savons que, d'après les sondages, une très très grande partie d'ailleurs n'est pas juive, tout le monde et peut suivre d'ailleurs toutes les radios, hein, que ce soit des radios maghrébines ou dans toutes les langues. Et donc, c'est un peu la magie de la bande FM. Et là, donc, nous avons parlé du monde musulman et je pense qu'on a essayé de le faire sans parti pris, en interviewant des journalistes qui sont allés sur le terrain, des écrivains, peu de politiques, je dois dire, des associatifs aussi, pour parler de toutes ces problématiques. Et avec la mondialisation, parce qu'à l'ère d'Internet, on est dans la mondialisation, vous savez que les sujets sont interpénétrés. Alors on a parlé de pays, on a parlé de conflits, mais pas seulement de conflits, on a parlé d'histoire, on a parlé de belles histoires aussi, d'aventures positives qui existaient, et on a continué de le faire, je vous dis, ça fait près de 20 ans. Les choses étant ce qu'elles sont, et malheureusement les communautés ayant tendance à se fermer les unes sur les autres, ce travail a été un peu remarqué, et un président du CRIF, pas le président actuel mais celui précédent, m'a appelé à animer une commission qui s'occupe justement des relations avec les musulmans en général.
Bon, très vite, le CRIF est la représentation, non pas de tous les juifs de France, mais de la communauté juive organisée. Il se doit d'avoir des relations avec la société civile. Dans la société civile, il y a des acteurs, il y a des acteurs politiques, il y a des ONG, il y a des syndicats, et puis il y a des communautés religieuses, et donc il y a les musulmans de France. Et donc, ce sont ces relations institutionnelles que j'ai eu le plaisir d'avoir et d'essayer de développer. Et puis, alors, dernière étape, il y a quelques années, j'ai eu l'honneur de rejoindre la Fraternité d'Abraham. La Fraternité d'Abraham a été fondée en 1967, il faut le savoir. Figurez-vous que le projet germait depuis longtemps, mais elle a été fondée en plein pendant la guerre des 6 jours. C'est quand même assez extraordinaire. Elle a été fondée à la Grande Mosquée de Paris. Et les 4 fondateurs historiques étaient André Chouraki, que je pense beaucoup des gens qui verront cette vidéo connaissent. André Chouraki, polyglotte, parlait le français, l'hébreu, l'arabe, qui a traduit quand même la Torah, le Nouveau Testament et le Coran en français, ce qui est quand même un travail assez exceptionnel, et qui a toujours eu cet idéal, en particulier de réconciliation entre les Juifs et les Arabes. Ensuite, il y avait ici Hamza Boubakar, qui était le recteur de la mosquée de Paris à l'époque, donc le père du recteur actuel, et puis 2 intellectuels chrétiens, le révérend père Michel Riquet, qui avait vraiment été une des chevilles ouvrières de l'amitié judéo-chrétienne de France, et Jacques Nantais, un grand intellectuel aussi, catholique. Voilà, donc c'est un grand honneur pour moi de travailler avec eux et de retrouver et de les soutenir dans des actions, etc. Alors quel genre d'action? Qu'est-ce que c'est que la paix? Je vais vous donner un exemple. On aide, par exemple, une ONG, figurez-vous, qui travaille au Liban. Elle travaille auprès des réfugiés syriens. Je sais pas, les gens savent peu, parlent des réfugiés maintenant qui arrivent en Europe, on se dit où est-ce qu'on va les mettre, quel travail ils vont avoir, etc. Mais il y a 1 million de réfugiés syriens au Liban, c'est-à-dire le quart de la population, et qui acceptent n'importe quel travail et qui vivent dans des conditions très difficiles, etc. Figurez-vous que ces gens-là viennent de communautés qui se déchirent entre elles, puisqu'il y a une guerre civile horrible, on le sait depuis 5 ans. Eh bien, cette fondation qui est animée par un Allemand, qui est quelqu'un qui travaille auprès du Parlement européen, réunit des gens de confessions différentes. Donc, des chrétiens, des alaouites, des chiites, des sunnites. Et on leur donne un enseignement. Et ils sont ensemble. Et ils apprennent à jouer ensemble. Et ils apprennent à travailler ensemble. Et à s'insérer dans la société. Alors, beau symbole, quelqu'un de notre fraternité est allé là-bas travailler comme volontaire. Et il est passé dans le cadre de l'émission de radio dont je parlais tout à l'heure. Donc vous voyez, je pense que c'est ça aussi la paix. C'est-à-dire comment, sur la fréquence juive, on entend quelqu'un qui est un catholique croyant, qui est allé au Liban s'occuper essentiellement de réfugiés musulmans. Ça me prouve qu'on peut travailler ensemble. Note d'espoir. Hier, terrible attentat le matin à Bruxelles. Il y avait un événement qui était prévu à l'hôtel de ville de Paris. Il n'a pas été annulé. Cet événement s'appelait donc les Voix de la paix. C'était le mouvement juif libéral de France qui était l'initiateur, mais on a vu sur la tribune s'exprimer des gens de toutes, y compris des gens d'ailleurs pas croyants du tout, hein, le grand maître du Grand Orient de France, des associations laïques, la Ligue de l'enseignement, voilà, il y avait un petit peu tout le monde, des intellectuels de toutes les religions, rabbins, musulmans, imams. Bon. Vous savez qui a eu le prix? Il y a eu le grand prix qui a été décerné. Une association, une personnalité. La personnalité, j'en parle rapidement, je crois que ça, beaucoup de gens le connaissent, c'est le révérend père Delorme, qui avait été, il y a 30 ans, un artisan du dialogue, surtout islamo-chrétien, mais aussi la fameuse marche des beurs, à l'époque, pour l'intégration. Mais aussi une association. Je vais quand même tirer mon chapeau, parce que tout le monde travaille. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, en fait, on ne les met pas assez en lumière, si vous voulez, pour la paix. Cette association s'appelle le Goût des autres. Et l'idée est très simple, c'est de réunir autour de repas partagés des Français et des réfugiés, beaucoup Syriens actuellement,
mais pas uniquement, d'autres communautés. Et de leur faire simplement goûter la cuisine. Donc la paix, c'est aussi connaître les autres, c'est aussi connaître les choses les plus basiques. La nourriture. Qu'est-ce qu'on mange? Et ce partage, figurez-vous qu'il y a beaucoup d'associations qui sont sur cette thématique. Connaître la paix commence par la connaissance des autres. Le dialogue, c'est par rapport à des choses qu'on peut partager. Et la connaissance, c'est aussi bien donc, des choses aussi basiques que la cuisine, que le chant, que la musique. Je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse tout à fait directement, hein, toute l'expression musicale. La danse, figurez-vous que parmi les émissions un peu qui sont programmées, il y en a une, c'est quelqu'un qui a une idée, c'est de réunir des Israéliens et des Palestiniens autour de la danse. S'il y a quelque chose qui est partagé, s'il y a quelque chose qui est connu, d'abord on dédiabolise l'autre parce qu'on travaille avec lui, et ensuite il y a un objectif commun. Voilà, c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes, c'est pas une attitude non plus de bisounours que de dire ça, mais c'est quelque chose d'assez important et d'assez fondamental. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc, j'ai une modeste vision de la paix, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui y travaillent et que j'essaye de faire connaître au fil des années. Eh bien, je crois qu'il y a beaucoup de gens de terrain. Je dirais que, vous savez, ce qui est un peu désagréable avec les médias, c'est que, j'allais dire, on entend un peu toujours les mêmes, et qui s'exposent, qui sont sur les photos, qui disent des banalités. Ce qui est important, c'est les gens qui, encore une fois, travaillent sur le terrain. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est comme ça qu'on peut faire. La paix, bon, bien sûr, il y a cette guerre que nous a déclarée le Daesh, mais c'est pas seulement ça, c'est la paix civile. C'est le fait d'éviter justement que les gens se referment dans des communautés, se regardent en chien de faïence, etc. Bon, c'est difficile, mais je dirais qu'on se sent dans une plus grande paix intérieure si on contribue à cela aussi, un petit peu. C'est classique, hein. Les gens qui s'aiment, eux-mêmes, peuvent aimer les autres. Si on ne ressent pas cette paix intérieure, on ne peut pas aller vers les autres. Encore une fois, aimer, c'est pas aimer tout le monde. Écouter les autres, c'est pas faire que leur subjectivité à eux devienne votre objectivité. C'est pas ça du tout. Mais c'est petit à petit, en les écoutant, en les connaissant, rendre le monde moins opaque, moins aveugle, moins menaçant pour tous.